Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus pour certaines personnes qui sont des fidèles du Citigroup PSE de Rennes. J'en vois beaucoup dans la salle. Donc c'est vrai que ça fait 5-6 ans qu'on a créé notre Citigroup PSE au sein de la Fédé et qu'on travaille sur les questions européennes. Donc effectivement, la Bretagne est une région très pro-européenne. On s'en doutait et puis maintenant on le sait avec certitude grâce au sondage de la région. Hélène, on est dans une Fédé très pro-européenne. Il y a même d'indécrottables fédéralistes parmi nous. Donc parler d'Europe ici, on a l'habitude, mais on n'a pas l'habitude de recevoir un commissaire en exercice chez nous. Donc on est très honoré de le recevoir et je pense que les militants qui suivent le Citigroup régulièrement et même les autres seront très contents de pouvoir dialoguer et parler d'Europe une fois de plus aujourd'hui. Merci d'être venu. Bien, chers amis et chers camarades, très heureux de revenir dans cette fédération où je suis déjà venu souvent, dans d'autres circonstances, dans d'autres fonctions, et dans cette ville que je connais bien, ville de Rennes, et cette région que je connais encore mieux et que j'apprécie. Et au fond, je suis venu dire une chose très simple aujourd'hui ici, c'est que la Bretagne aime l'Europe, mais que l'Europe aime la Bretagne. La Bretagne aime l'Europe, c'est ce que montre à l'évidence le sondage de la région. Il est impressionnant. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais quand on dit que 81% des Bretons sont satisfaits de l'appartenance à l'Union européenne, d'abord c'est un chiffre qui en soi est énorme, c'est surtout un chiffre qui est supérieur de 30% à la moyenne française, puisque seulement 51% des Français, on pourrait penser que ce chiffre-là est trop faible, sont heureux d'appartenir à l'Union européenne. Et puis, quand on va un peu plus loin, on constate que 79% des Bretons estiment qu'ils sont à la fois bretons, français et européens, donc ils ont le sentiment de cette identité multiple. Cet amour de l'Europe, il n'est pas nouveau, et je crois qu'il s'explique. Il s'explique par le côté ouvert, tout simplement, de cette région, ouvert sur la mer, sur l'océan, sur le monde, et aussi ouvert du point de vue social, avec le cœur, la générosité, le sens de la cohésion qui a toujours caractérisé les Bretons. Et donc, cet amour-là, pour que ce soit un bon amour, il faut qu'il soit partagé, donc il faut le rendre. Et je suis venu aujourd'hui dans le cadre d'une tournée que je fais des régions françaises pour montrer à quel point l'Union européenne, elle aussi, est aux côtés de la Bretagne. J'ai commencé tôt ce matin. C'est ce qui explique que cette réunion ait lieu à un horaire un peu inhabituel, pas en soirée, non pas en semaine, mais j'ai pris le train de 6h56, je reprendrai le train de 18h35, donc c'était le seul horaire qui me restait, mais je voulais absolument venir dire quelques mots aux socialistes, qui sont mes camarades, qui appartiennent au même parti que moi, Parti socialiste français et Parti socialiste européen, parce qu'en réalité, cette double militance, elle va de soi. J'ai commencé par une visite avec Nathalie, avec Emmanuel, avec Loïc, le président du département, avec tous les élus de la ligne B, du projet de ligne B du métro de Rennes. Pourquoi ça? Parce que cette ligne, qui coûte 1,3 milliard, est financée au tiers par des prêts de l'Union européenne. On ne le sait pas assez. Mais l'Europe, c'est pas du vague, c'est pas de l'abstrait, c'est quelque chose de très concret. Je me suis ensuite rendu à un pôle qui prépare l'industrie du futur, Excelcar, à côté du centre de production PSA de Rennes, dont je connais les difficultés, dont je vois aussi maintenant les succès, en 2008. J'étais moi-même un élu de l'automobile pendant très longtemps, puisque j'étais conseiller général, puis député de Sochaux, puis président de l'agglomération pendant 20 ans dans l'Est de la France, et je sais à quel point c'est important pour une région. J'ai vu, là aussi, que l'Europe était présente, puisque l'activité de cette plateforme d'industrie du futur était, elle aussi, financée au quart par l'Union européenne. J'ai rencontré ensuite les acteurs économiques, que j'ai senti aussi animés par l'esprit européen, et enfin, participé à un débat citoyen, casser un livre que je viens d'écrire,
sur notre histoire commune, sur l'histoire de la gauche, de ses succès, de sa défaite, et je l'espère de son redressement dans les temps qui viennent, qui vient de paraître. Et à chaque fois, j'ai eu l'occasion de dire que l'Europe se sentait aux côtés de cette région. 8,7 milliards d'euros viennent de ce qu'on appelle le plan Juncker pour doper l'investissement en Bretagne, 1 milliard d'euros de fonds structurels, et cette région elle est diverse, elle est agricole, elle est maritime, elle est industrielle, elle a besoin de l'Europe, et l'Europe est à ses côtés. Puisque je parle d'Europe, vous allez peut-être vous demander dans quelle situation se trouve aujourd'hui l'Europe. J'ai envie de dire qu'heureusement, l'Europe se porte mieux. Elle se porte d'abord mieux sur le plan économique, parce que la croissance est là. Après 10 ans de crise, c'est fini, on est sorti. 2,5% de croissance en 2017, probablement des chiffres assez comparables en 2018 et 2019, des centaines de milliers d'emplois qui sont créés partout, en France aussi. Même si en France, il faut créer plus d'emplois pour que le chômage baisse qu'ailleurs. On a créé 270 000 emplois l'année dernière, en 2017. Je sais bien que sans doute il y a eu un événement important avec l'élection présidentielle, mais la porte avait quand même commencé à s'inverser avant celle de la reprise. Et donc nous allons assister à une décrue du chômage peut-être plus lente que dans d'autres pays, car nous avons ce phénomène démographique et aussi des problèmes de formation. Et on est reparti de l'avant, les déficits ont baissé, la dette publique commence elle aussi à diminuer. Tout ça est plutôt de bon signe. Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Non, je sais bien que l'Europe est encore marquée d'abord par les dégâts de la crise, que les dettes restent élevées. Je sais que les inégalités en Europe sont absolument criantes. Notre pays n'est pas épargné par cela. Je pense que ça fait partie des risques que l'Europe court aujourd'hui, que le monde court aujourd'hui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a besoin de forces de gauche qui soient mobilisées pour lutter contre les inégalités. Et je sais aussi que toutes les crises que nous avons encore à résoudre, crise des réfugiés, et je sais qu'elle préoccupe beaucoup nos concitoyens, négociation du Brexit, j'en ai parlé toute la journée. J'espère que nous serons trouvés avec nos amis britanniques une relation positive et heureuse pour le futur, mais il va falloir que la négociation soit menée jusqu'au bout, dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus simples. Et puis il va falloir préparer le budget de l'Europe du futur. Que va devenir la politique de cohésion? Mon message aujourd'hui a été « défendez-la ». Que va devenir la politique agricole commune? Il faut la défendre et l'adapter aussi. On a encore beaucoup à faire, on a énormément à faire pour que l'Europe soit non seulement aimée des Bretons, mais aimée des Français. Non seulement aimée de la France qui va bien, mais aimée de tous. Et je sais que nous préparons aussi un combat qui est très important, qui est le combat des élections européennes de 2019, qui est électoralement difficile. Il l'a pratiquement toujours été pour le Parti socialiste, il est peut-être encore plus dans la conjoncture actuelle, et qui est décisif peut-être plus que jamais, parce que c'est à la fois l'avenir de l'Europe et la physionomie du paysage politique français qui va se jouer à ce moment-là. Pour mener des élections européennes, il faut à la fois avoir de fortes convictions sur l'état du pays, la santé du pays, la politique du pays. Il faut aussi avoir une vraie vision de l'Europe. Cette vision de l'Europe, ce que je veux vous dire, mes camarades, c'est que les socialistes ne peuvent pas être timidement européens. C'est une absurdité. Je considère que laisser la conviction européenne à la droite et au centre droit serait pour un parti comme le Parti socialiste absolument suicidaire. Nous devons être aussi européens que quiconque. Nous devons être la force pro-européenne la plus conséquente et la plus ambitieuse de ce pays et de l'Europe. Être un peu comme ci, un peu comme ça, être dans le nini ne nous mènerait à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des propositions qui soient ambitieuses et parfois qui décoiffent et qui dérangent. Mais être profondément européen. Nous ne devons pas laisser l'Europe au centre droit ou à la droite, nous ne devons pas non plus laisser la gauche aux nationalistes. Quand Jean-Luc Mélenchon, par exemple, considère que les signes européens n'ont pas à être à l'Assemblée nationale, il dit quelque chose qui est absurde. Nous avons des papiers dans la poche qui sont des papiers qui témoignent que nous sommes des citoyens français et des citoyens européens, citoyens de l'Union européenne. La citoyenneté, elle est double.
quand Jean-Luc Mélenchon explique qu'il faut sortir des traités actuels, en réalité, il prend une position qui est une position purement nationaliste. Nous ne devons pas non plus céder à ceux qui, comme notre ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, imaginent qu'on aime tellement l'Europe qu'on en voudrait une autre complètement. On change tout. On fait un plan, mais non, il faut partir de l'Europe telle qu'elle est pour la pousser de l'avant et l'améliorer. Et dans quelle direction? Moi, je pense qu'il faut une Europe qui promeut, c'est-à-dire qui défende les capacités à investir, qui prépare l'avenir. Il faut un budget de la zone euro, il faut un ministre des Finances de la zone euro, il faut un Parlement de la zone euro qui soit en réalité le Parlement européen. Il faut que cette Europe soit aussi capable de protéger nos concitoyens, une défense européenne, une politique sociale européenne, une politique commerciale qui soit ouverte, mais qui ne soit pas naïve, qui soit capable d'organiser, de réguler la mondialisation. Ces deux dimensions, pour moi, elles sont absolument inséparables. Et donc, ce combat européen, il doit être un combat de gauche, une gauche qui est une gauche de gouvernement, une gauche qui est une gauche réaliste, une gauche qui est écologiste, une gauche qui est ambitieuse. Et qu'est-ce que c'est qu'être de gauche? C'est ne jamais accepter que les inégalités s'accroissent dans nos sociétés. C'est ce qui va nous distinguer d'autres. Et je pense qu'il est très important que nous continuions de le marquer et de l'affirmer. Alors, puisque je suis au Parti Socialiste, je ne peux pas non plus passer complètement sous silence notre situation. J'ai pris forcément un peu de distance, pas de distance affective, mais de distance géographique. Je ne suis plus dans le combat politique tous les jours. Je suis commissaire européen, j'essaie de faire en sorte que la classe puisse sortir de son programme. Je lutte ardemment contre la fraude et l'évasion fiscale. Je veux que les multinationales du net payent leurs impôts là où elles créent des profits, qu'il y ait une taxation de ce qu'on appelle les GAFA sur le territoire européen. Je souhaite qu'on soit capable de faire en sorte que toutes les multinationales contribuent de manière équitable à l'impôt, qu'il n'y ait pas que les citoyens qui contribuent à la réduction des déficits publics. Et puis, j'essaie d'en faire en sorte que notre politique économique soit une politique économique tournée vers la croissance. Mais évidemment, la situation politique de mon pays m'occupe et me préoccupe. Je n'oublie pas que j'ai été le directeur de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. Je n'oublie pas que j'ai été ministre des Finances de 2012 à 2014, même si ça va faire 4 ans que j'ai quitté le gouvernement. Et quand je vois qu'en effet, en un quinquennat, nous sommes passés de près de 30% à 6%, que notre groupe parlementaire est le 10e de ce qu'il était en 2012, quand je vois la situation de notre parti, je vois que nous avons besoin de nous remobiliser. Il est très important, mes amis, que le prochain congrès du Parti Socialiste soit une réussite, qu'il débouche sur une ligne très claire, à mon sens social-démocrate, puisqu'on parlait PSE, compatible avec ce que font nos amis européens, qu'il débouche sur une ligne écologiste et réformiste, qu'il soit celui d'un parti de gauche, et surtout qu'il manifeste une volonté de reconstruction, qu'il y ait une équipe qui en sorte, une équipe jeune, une équipe collective qui remette le parti au travail. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas travaillé suffisamment sur les idées. On est ici dans une fédération qui est puissante. Tu disais qu'il restait 500 militants, c'est un jour de cotisation, c'est conséquent à l'échelle du pays maintenant. Vous avez encore des collectivités locales, presque toutes les collectivités locales, enfin, la région, la ville, le département, la métropole. C'est une force dans ce territoire. Vous avez des locaux magnifiques, vous avez une force qui existe. Ils sont très beaux. Bien sûr, moi j'ai été pendant 20 ans à la Fédération du Doubs. Là, vous mettez la porte ici et puis vous y êtes. Hein. Donc, non, franchement, ne vous plaignez pas. Vous savez, il faut toujours avoir cette maxime Talleyrand. Quand je me contemple, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Mais ce congrès est un congrès décisif. Réussissons-le, réussissez-le. Pourquoi? Parce que la France a besoin d'un parti socialiste qui redresse la tête. Quels que soient les votes que nous avons faits au deuxième tour de l'élection présidentielle, nous avons tous fait le même. Voté pour le président de la République, Emmanuel Macron, contre Marine Le Pen, parce que nous refusions le populisme et le nationalisme. Quels que soient ces votes, eh bien, il y a besoin d'avoir une force de gauche réaliste, social-démocrate, ambitieuse dans ce pays. On ne peut pas continuer à avoir un parti socialiste dans l'état où il est. D'autres nous l'ont légué en bonne
position, eh bien, nous devons absolument redresser la tête. C'est tout l'enjeu du Congrès. Et le reste suivra. Les élections européennes, qui sont une étape décisive pour l'Europe, décisive pour la France, les élections municipales, où nous devons conforter nos forces, et vous aurez ces batailles à mener ici, les élections locales, puis plus tard, l'élection présidentielle de 2022. Tous mes voeux vous accompagnent, et je souhaite vraiment que ce débat entre nous puisse approfondir encore les quelques réflexions que je viens de faire. Le Congrès du Parti Socialiste, je sais qu'on regarde les médias, on le regarde de loin, parfois avec un peu de commisération, mais il est très important. Il est important pour le Parti Socialiste lui-même, mais il est important pour l'équilibre démocratique du pays. Il est majeur. Et donc, bon, forcément ici, puisqu'il y a des militants des sensibilités diverses, il y a plusieurs candidats au poste de premier secrétaire. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de dire ce que je privilégierais au conditionnel, mais il est important que ce congrès soit maîtrisé, qu'il soit réussi, qu'il donne de l'élan, qu'il ait de l'envergure, et que le lendemain, les socialistes rassemblés se mettent au travail sur les idées du futur. Merci Pierre pour ce propos introductif très clair sur les enjeux européens, les enjeux pour la démocratie européenne et les enjeux à court terme, à moyen terme pour notre formation politique. Il nous reste une bonne demi-heure. Je vous propose d'enclencher un temps de questionnement et d'échange. Donc vous pouvez vous lancer. Vous avez tout à fait raison de dire qu'un des thèmes principaux. Je voudrais savoir si vous pouvez nous donner des indications quant aux attitudes des différents partis socialistes européens par rapport aux réfugiés. Parce qu'en France, on ne fait pas grand-chose. Et il semble que dans le village français, il y aurait des tas de possibilités d'accueillir davantage les immigrés. Alors, est-ce que nous restons au fait qu'il faut faire la distinction entre les réfugiés politiques et les émigrés économiques? Et des émigrés économiques, on va en avoir. Des émigrés écologiques, on en aura. Bon, quelle est l'attitude des partis socialistes européens? Chacun de nous a son histoire. Il se trouve que moi je suis un Français, né en France, d'un père qui était réfugié. Mon père est venu en 1947 de Roumanie. Quand je suis né, mon père n'était pas encore français. Et mon père, qui est mort il y a quelques années, avait choisi la France parce que c'était la France, parce qu'elle offrait un repère dans le monde, et parce qu'elle témoignait des valeurs de cette devise républicaine. La liberté, l'égalité, la fraternité. Et je pense que la France doit rester fidèle à ce qu'elle a toujours été. Sur quoi elle se pèle. Je crois que l'Europe doit aussi être un continent humaniste. Une Europe qui n'est pas humaniste, une Europe qui ne vaut pas la peine. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit capable, dans notre politique déjà des réfugiés, d'articuler trois dimensions. La première dimension, c'est celle de la générosité. Celui qui vient chez nous, parce qu'il fuit un régime qui l'opprime, massacre, celui-là doit être accueilli dans notre pays et dans l'Europe. De ce point de vue-là, les réfugiés doivent être bienvenus. Je parle de réfugiés, je parle des demandeurs d'asile. Il y a un deuxième principe qui est un principe qui est intangible pour toute personne qui vit sur notre territoire, sur notre sol, c'est un principe d'humanité. Personne ne doit être maltraité, personne ne doit être écarté, personne ne doit être poursuivi, personne ne doit être harcelé. Ça, je pense que le Parti Socialiste doit être très clairement sur cette ligne-là. Ensuite, il y a un troisième principe qu'il faut comprendre aussi, il faut écouter lui-même, qui est un principe de clarté, c'est-à-dire qu'en effet, comme disait Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ajouter une phrase qu'on oublie toujours de citer, mais elle doit en prendre toute sa part. Toute sa part. Et c'est cette part-là qu'il faut définir. Et après, si une personne qui vient sur notre sol ne remplit pas les règles internationales, ne correspond pas aux besoins, alors il faut organiser les procédures qui sont nécessaires, car c'est vrai, il y a
sans doute dans nos populations des degrés de sensibilité qu'il nous faut écouter. Générosité, humanité, clarté, je crois que c'est la position qui doit être celle des Français, celle qui doit être celle des Européens, et c'est celle qui est sans doute celle des démocrates européens. Dans votre interview sur Ouest France ce matin, vous dites que, à propos des GAFSA qui ne payent pas leurs impôts, vous dites que quand vous en parlez dans le cadre de vos responsabilités aux 27 chefs d'État, ils se taisent et baissent la tête. Non, c'était pas sur ce sujet-là que je disais ça. Un de mes combats, comme commissaire européen, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et c'est vrai que depuis quelques années, grâce aux scandales d'une certaine façon qui se sont produits, les LuxLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, les Bahama Leaks, maintenant les Paradise Papers, on a fait plus de progrès en 3 ans que dans les 20 années précédentes. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai eu un ministre délégué, quand j'étais ministre des Finances, qui s'appelait Jérôme Cahuzac, qui ne m'a pas laissé le meilleur souvenir. Il avait un compte en Suisse avec de l'argent mal gagné. Et à un moment donné, pour arriver à savoir, puisqu'il avait menti aux Français les yeux dans les yeux, s'il avait ou pas ce compte, j'ai été amené à faire à la Suisse ce qu'on appelait une demande d'information. Demande d'information, c'est le ministre français, c'est pas le ministre en l'occurrence, c'est la direction des finances publiques, se tourne vers son homologue suisse et dit: est-ce que monsieur X a eu un compte à l'UBS? Pourquoi l'UBS? Parce que c'était le journal qui avait été cité par Mediapart. Réponse: les Suisses peuvent répondre ou pas, ils peuvent répondre vite ou pas, ils peuvent répondre complètement ou pas. En l'occurrence, comme la Suisse est un pays ami, ils ont répondu complètement, vite, et voilà. Ils m'ont dit: non, il n'a pas de compte à l'UBS. Pourquoi? Parce qu'il avait un compte dans une autre banque. Ça s'appelait la Banque Rel. Et puis qu'en plus, le compte était parti à Singapour. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que depuis 3 ans, j'ai négocié toute une série d'accords avec la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Andorre, qui font qu'il n'y a plus d'échange à la demande. Il y a ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations, autrement dit le fameux compte en Suisse ou au Luxembourg, le compte secret, ça n'existe plus. Et il n'y a plus de secret bancaire. Ça ne veut pas dire pour autant que les banques suisses ou luxembourgeoises ne trouvent pas d'autres moyens pour gagner leur argent, mais ça veut dire que la transparence commence. Et donc, c'est le sens du combat que je mène, et ça a débouché récemment sur l'établissement d'une liste noire de paradis fiscaux européenne. C'est la première liste noire de paradis fiscaux de l'Union européenne. La première. Elle comporte en fait 65 membres, 65 pays. Ces 65 pays sont décomposés entre la liste noire, en réalité 9 pays, et 55 pays qui sont sur une liste grise, qui sont des pays qui ont pris des engagements de législation à modifier. Soit ils modifient leur législation, et à ce moment-là ils sortent des listes, soit ils ne modifient pas leur législation et ils reviennent sur la liste noire. Processus imparfait, processus que j'ai proposé mais que les États membres ont décidé, et pour le rendre plus crédible, j'ai fait une proposition, et c'est là où la tête se baisse. Je leur ai dit: il y a une chose à faire si vous voulez rester crédible, c'est rendez public les engagements qui ont été pris par les pays de la liste grise. C'est tout à fait important. Je vais prendre un exemple. Je me suis rendu la semaine dernière à Davos, ça fait partie de mon travail, qui n'est pas seulement une station de ski, vous savez, on parle aussi de choses et d'autres. Enfin, c'est une station de ski, mais j'ai pas fait de ski. Et j'ai rencontré le président du Panama. Le Panama, ça vous dit tout de suite quelque chose, Panama Papers. Le Panama était sur la liste noire. Le Panama, les ministres ont considéré qu'il sortait de la liste noire parce qu'il s'est engagé à prendre en 2018 une législation, à abolir une législation trop avantageuse sur les jeux en ligne. Le président du Panama m'a dit: bien sûr, voilà, on va abolir cette législation en 2018. Ça n'a pas été un échange facile entre lui et moi, c'était assez franc et direct. Mais qu'est-ce que j'ai dit au ministre des Finances? Je leur ai dit: pour que la liste soit crédible, il faut que les engagements pris par chacun des pays de la liste grise, et ils sont 55, soient rendus publics. C'est-à-dire que tout parlementaire, toute ONG, tout média, toute association, tout citoyen puisse consulter cette liste et dire: voilà, aux îles Caïmans, donc ils sont sur la liste noire, mais aux Virgin Islands, à l'île de Man,
à Jersey, à Guernesey, il faut qu'on demande quels sont les engagements que vous avez pris. À Panama, aujourd'hui, moi je les connais parce que je suis commissaire européen, les ministres des Finances les connaissent. Je pense qu'il faut que les citoyens les connaissent. Et quand j'ai fait cette demande de transparence, c'est vrai que là, j'ai vu le crâne de chacun se baisser, j'ai eu l'impression que tout à coup ils étaient tous devenus sourds, et personne ne m'a répondu. Et donc, je continuerai à lancer cet appel, je continuerai à leur dire que pour qu'ils soient crédibles, on ne peut pas seulement demander la transparence aux autres, il faut être transparent soi-même. Et donc qu'ils fassent le clair sur ces listes. Après, il y a autre chose, c'est la taxation des GAFA, les géants de l'Internet. Là, je ferai des propositions fin mars, avec un principe très simple. Quand une entreprise du numérique a une activité dans un pays européen, elle doit payer des impôts, là où elle crée de la valeur et des profits. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas bien comment sont localisées ces activités. Donc j'ai proposé toute une réflexion sur ce qu'on appelle la présence digitale. Comment est-ce qu'on peut la mesurer, le nombre de clics, le nombre d'adresses IP, le chiffre d'affaires publicitaire. Et à partir de ça, une fois qu'on a identifié comment se situe Google, ou Amazon, ou Facebook, ou Apple, ou Airbnb, ou d'autres sites comme Booking.com, une fois qu'on sait quelle est leur activité numérique, on taxe cette activité. Donc je ferai cette proposition fin mars, et je la ferai en espérant que les ministres ne baisseront pas la tête. Et s'ils baissent la tête, il y a un système très simple, leur tapoter le menton et leur demander de l'adresser. Je vous remercie pour l'éclaircissement en ce qui concerne l'immigration. Par ailleurs, je pense que l'immigration, les migrants, les questions identitaires, je pense que ce sont des questions que le Parti socialiste devrait éclaircir très rapidement, après le Congrès. Pas pour faire du populisme, mais pour répondre aux angoisses d'une grande partie de l'électorat, et notamment les classes populaires. Et ma question, elle est relative à une certaine théorie qui dit que l'ancien clivage, le clivage gauche-droite est mort, et dans la plupart des pays européens, on est en train d'essayer de nous créer un nouveau clivage qui est un clivage élite-peuple, ou plutôt un clivage d'une partie de la population qui profite de la mondialisation, qui profite des flux de capitaux, des flux de personnes, et d'une population qui a plutôt peur de cette mondialisation car ne participe pas à cette mondialisation. Donc ceci crée, couplé avec un émiettement des partis politiques. Du coup, ils disent que la social-démocratie, la droite, elle est morte. Maintenant, c'est une société ouverte contre une société fermée. L'élection présidentielle française a bouleversé le paysage politique, et nous, les sociodémocrates, nous en avons été les premières victimes. En France, et à un titre moindre, mais un peu partout quand même en Europe, la social-démocratie est en recul assez fort. Je pense qu'il faut trouver des explications à ça. Comme ça, rapidement, j'en vois deux. La première, c'est que notre électorat traditionnel a été le plus touché par la crise pendant les années 2008, 2013, 2014, jusqu'à présent. La deuxième, c'est que beaucoup de partis sociaux-démocrates ont été au pouvoir dans la crise et qu'ils ont été amenés à mener face à la crise des politiques qui n'étaient pas des politiques traditionnellement social-démocrates. C'est par exemple, je vois la photo de François Hollande, quand il a développé une politique de l'offre, il a développé une politique qui, je crois, était nécessaire, qu'il aurait dû expliquer beaucoup plus, parce qu'il fallait que nos entreprises se portent mieux, sans quoi on n'investissait pas. Et je pense qu'une des faiblesses du quinquennat précédent a été justement ce déficit, comme on dit, de récit. C'est-à-dire on a fait beaucoup de choses, puis on les a pas dites, et on a fait aussi des choses qu'on n'avait pas au départ annoncées. Et donc tout ça a créé un manque de clarté, alors que le bilan lui-même, en soi, est plus honorable que certains ne le pensent. Comme quoi, d'ailleurs, en politique, il faut avoir le courage de dire ce qu'on fait, même quand ça n'est pas forcément populaire. Nous en sommes là. D'autres,
c'est le cas du président de la République, ont eu à ce moment-là l'intuition qu'entre la gauche et la droite, la gauche étant souffrante, et la droite étant minée par ses divisions, surtout après l'affaire Fillon, il y avait un espace. Il s'est engouffré dedans, avec aussi une intuition, c'est que nos concitoyens étaient un peu fatigués d'un certain nombre de clivages qui parfois étaient quand même surjoués. Bon, est-ce que tout ça signifie que la gauche et la droite c'est fini? Pas du tout. Je continue de penser que pour une nation politique comme la France, et dans un monde et une Europe qui a autant d'inégalités, il y a un clivage très fort entre ceux qui pensent finalement qu'il suffit de mener une politique pour ceux qui sont en tête pour qu'ensuite tout ruisselle, et ceux qui croient qu'il faut lutter contre les inégalités et le faire à la racine, à commencer par l'école, à commencer par la formation et aussi par la redistribution. Je pense que ce clivage-là est un clivage essentiel. Alors, il est vrai qu'un nouveau clivage s'ajoute, et en Europe, il ne faut pas le nier, c'est le clivage entre les populistes, nationalistes et les pro-européens. Il faut qu'un jour, le Parti socialiste réfléchisse à ses alliances et qu'il assume qu'il a plus à voir avec les pro-européens qu'avec les nationalistes. Ça, je crois que c'est très important. Pour autant, est-ce qu'on peut admettre que tous les pro-européens se confondent? Non. Il y a toujours eu des pro-européens de gauche et des pro-européens de droite. Quand je prends les derniers présidents de la République française, il y en a deux qui ont été incontestablement de grands pro-européens. Un qu'on aime beaucoup et un qu'on aime moins. Celui qu'on aime beaucoup, c'est François Mitterrand. Celui qu'on aime moins, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et tous les deux étaient pro-européens. Pour ceux qui sont les plus anciens ici, ils savent quand même que Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand n'ont jamais fait de liste commune. Parce que les deux clivages, en fait, s'ajoutent. Vous pouvez être un pro-européen de droite et un pro-européen de gauche. Voilà la raison pour laquelle j'appelle le Parti socialiste à être le parti des pro-européens de gauche. Et laissez l'anti-européanisme à d'autres. Ne soyez pas ambigus. Soyez résolument européens. Pourquoi le Parti socialiste serait-il moins européen que le président de la République? Il n'y a aucune raison à ça. Mais ne laissez pas non plus la gauche aux nationalistes. Et je pense qu'entre ces deux bornes, en étant très pro-européen et tout à fait de gauche, il y a un avenir pour la social-démocratie, et c'est comme ça qu'elle peut, je pense, faire mentir cette théorie et retrouver en plus son lit. Merci. Alors, être pro-européen avec plaisir, avec beaucoup de plaisir, mais en même temps, ça pose la question de quelle Europe. Et tu as défini la politique en direction, effectivement, d'immigration par une Europe humaniste, généreuse, humaine, claire. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe est humaniste? Est-ce que vraiment les États européens font la démonstration de cette Europe humaniste aujourd'hui? L'autre question, c'est effectivement sur une Europe avec un budget européen, une gouvernance européenne, un Parlement européen. Où en est-on? Est-ce qu'effectivement on va construire l'Europe de cette manière? Est-ce qu'on risque pas de mettre certains pays de côté? Et moi je pense vraiment qu'il faut des coopérations renforcées. Aujourd'hui, on s'en fait un peu autrement, mais quelle est la faisabilité de ça et quels sont les pays qui sont prêts à s'engager vers cette Europe? Je commence à avoir une petite expérience de l'Europe. J'ai été membre du Parlement européen pendant 6 ans. Ma première élection était sur la liste de Michel Rocard en 1994. J'ai été tête de liste dans ma grande région Est en 2004. J'ai siégé au Conseil des ministres de l'Union européenne pendant 7 ans. 5 ans comme le ministre des Affaires européennes de Lionel Jospin et 2 ans comme ministre des Finances. Et maintenant, je suis à la Commission européenne. Je vois comment ça marche. Il y a quand même une chose que j'ai apprise pendant ces presque 25 ans de responsabilité européenne, c'est que l'Europe, on ne la fait pas tout seul. On ne la fait pas seul dans cette salle, on ne la fait pas uniquement avec des gens qui pensent comme nous, on ne la fait même pas seulement entre Bretons, on ne la fait pas seulement entre Français, on la fait avec des Européens. Et donc, quand même, la première des choses, c'est que si on veut être européen, il faut trouver des solutions qui unissent les Européens. Et qu'il faut être capable, pour le coup, de faire des compromis avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir notre idée forte. Ça, je crois qu'il faut avoir une proposition socialiste européenne, puis ensuite voir ce qu'il est possible de faire avec d'autres.
Deuxième question, tu m'interroges sur le fait de savoir si l'Europe est humaniste. Spontanément, pas forcément. Mais je veux le dire ici, pardon, je viens d'écrire un bouquin et j'essaie d'être franc, je n'ai pas d'intérêt d'être démago. Quand l'ancien Premier ministre de la France, Manuel Valls, est allé à Munich pour déclarer qu'Angela Merkel menait une mauvaise politique parce qu'elle accueillait 1 million de réfugiés, alors que la France en accueillait 10 000, j'ai eu le regret de dire que j'étais d'accord avec Angela Merkel et pas d'accord avec Manuel Valls. Et je pense qu'avant de donner toujours des leçons aux autres, balayons devant notre propre porte. Oui, il y a des humanistes en Europe. Et je pense que globalement, l'Europe est un continent qui se distingue dans le monde par ses valeurs humaines et humanistes. Elles doivent les garder. Et nous, les sociodémocrates, nous devons être à l'avant-garde de cela. Ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas toujours tout faire ensemble. Il y a des différences. Tout le monde n'est pas prêt à avancer du même pas. C'est la raison pour laquelle je suis assez favorable à ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Alors qu'est-ce que c'est les coopérations renforcées? C'est quand on n'arrive pas à un accord à 27, bien que ceux qui ont envie d'aller plus loin, plus vite, le fassent. Ça existe déjà. L'euro, on est 19, on n'est pas 27. Schengen, on est 23, on n'est pas 27. Et vous voyez, il y en a déjà un que je ne compte plus, le Royaume-Uni, parce qu'il faut se préparer à vivre sans lui, probablement. Quand les Européens ont arrêté ce qu'ils ont appelé une coopération structurée en matière de défense, c'est 25 et pas 28. Et donc, je crois beaucoup à cela, à une condition. C'est que quand on avance à quelques-uns, il faut laisser la porte ouverte aux autres. Autrement dit, que celui qui, dans un premier temps, estime que c'est pas pour lui, puisse ensuite rejoindre. L'euro a démarré avec 12 États membres. Nous en sommes à 19, et la vocation finale de l'euro, c'est de rassembler toutes les monnaies et tous les pays d'Europe. Ça prendra du temps, on ne forcera personne, il faut être très prudent sur les critères, mais voilà, moi je suis pour une Europe des coopérations inclusives. Je suis pour une Europe humaniste, je suis pour une Europe européenne, et l'Europe européenne, on l'a fait avec des Européens, avec ses idées, en les confrontant à d'autres, mais avec des Européens. Et arrêtons de toujours penser que nous avons, nous, la vérité révélée. Quand je dis nous, je pense nous, socialistes, nous, Français, nous, Bretons. Non. Il y a aussi des idées ailleurs ou des comportements ailleurs qui ne sont pas négligeables. Si j'étais allemand, je voterais pour le SPD. Mais quand Mme Merkel dit ce qu'elle a dit sur les réfugiés, ou par exemple, quand elle parle au nouveau chancelier autrichien en disant qu'elle sera très vigilante sur l'alliance avec l'extrême droite, ce que d'autres n'ont pas dit, je l'approuve. Je pense qu'il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit quand on regarde l'Europe. Oui, je crois qu'il a presque répondu à ma question. Alors je voulais t'interroger sur la pertinence ou non de l'idée du développement d'une Europe à plusieurs vitesses. C'est en tenant compte de l'état des 6 fondateurs historiques, de la zone euro, puis des autres. Sachant que la cible, bien sûr, c'est une Europe le plus homogène possible. Mais est-ce qu'il y a nécessité d'envisager des étapes un peu matérialisées de cette construction? Non, je crois que tu complètes la question précédente, parce que ce sont deux notions différentes, en fait. L'Europe à 2 vitesses, c'est toujours les mêmes qui vont plus vite que tous les autres. C'est le noyau dur. C'est l'idée, on revient aux 6 pays fondateurs, où on en met 9, on en met 10, je sais pas. Moi, je n'ai jamais cru à cette idée. Jamais. Parce que toute ma vie a été consacrée à l'unité de l'Europe. Et il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Encore une fois, pour ceux qui sont un peu plus anciens. En 89, l'Europe a été divisée en 2. Il ne faut pas garder la nostalgie de cette période. Il ne faut jamais recréer des murs. Il ne faut pas recréer un fossé Est-Ouest. Moi, un des souvenirs les plus forts que je garde de ma vie politique, c'est que j'étais le plus jeune député européen en 1994, et François Mitterrand est venu au Parlement européen en 1995. Il était mourant. Il est venu à la tribune. On ne voyait pas comment il allait parler. Il est mort d'ailleurs quelques mois après. Et tout le monde était très saisi par cette image. Puis il a commencé à parler. Et il a parlé 40 minutes sans note. Vous vous souvenez peut-être de ce discours. Le message était très simple, c'est le nationalisme, c'est la guerre. Si on recommence à diviser l'Europe, on aura la guerre. On se retrouvera dans la même situation que les années 30. Donc, quelles que soient les turpitudes du gouvernement polonais, du gouvernement hongrois, du gouvernement roumain, vous savez, les turpitudes, il y en a aussi à l'ouest,
soyons quand même toujours dans une attitude unitaire. Vous avez ici un grand club de football, le Stade Rennais. Moi, j'ai été élu à Sochaux, un grand club historique, maintenant il est en L2. Eh bien, quand vous êtes en L1, vous savez que les 3 derniers descendent en L2. Et puis, c'est la même chose pour la montée. Le Stade Rennais est vraiment abrité par rapport à la descente, et Sochaux n'est pas en ce moment tout à fait protégé pour la montée. Mais ça viendra un jour. Parce que les grands clubs ne meurent jamais, comme on dit. Les grandes équipes ne meurent jamais. C'est pas pour parler de Sochaux que je vous dis ça. C'est pour vous dire que celui qui peut dire dans la première vitesse on met cela, et puis dans la deuxième on met cela, il n'y a pas de critère. Au nom de quoi est-ce qu'on dirait que, allez, tout à coup, le Danemark, c'est pas un bon pays? Ah bon? Pourquoi? Vous pensez que le représentant du Danemark va dire je suis pas un bon pays? Il vous dira que sur toute une série de choses, sur l'état-providence, sur la flexi-sécurité, pas seulement la flexibilité, mais aussi la sécurité, ils sont quand même plus performants que vous, etc. etc. Donc, l'Europe à 2 vitesses, j'y crois pas. Je crois à l'Europe à géométrie variable. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller plus vite sur un sujet vont plus vite. Les autres attrapent, s'ils veulent. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Alors, il se trouve qu'à la fin, il y a quand même un groupe de pays qui est dans tous les coups. La France est dans tous les coups. L'Allemagne est dans tous les coups. L'Italie est dans tous les coups. L'Espagne est dans tous les coups. Donc le noyau dur, il existe sans qu'on ait besoin de le formaliser. C'est le groupe des pays qui sont au cœur de tout. Je préfère les pays cœur au noyau dur. Et je préfère la géométrie variable à l'Europe à 2 vitesses. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que le fait d'être dans l'exécutif européen a modifié vos velléités de modifier l'Europe et de la changer en profondeur? La deuxième, ça concerne plus la décentralisation. Parce que je pense qu'une des grandes forces du Parti Socialiste, c'est d'être encore un parti de gauche décentralisateur. Ce que finalement assez peu de partis, même en dehors de la gauche, sont encore. Donc, est-ce qu'on peut encore réinventer la décentralisation, et si oui, comment? Selon vous, qui êtes un peu au sommet de la subsidiarité. D'abord, est-ce que ça a modifié ma perception? Non. Je continue au contraire de penser qu'il y a des possibilités de transformer l'Europe, mais ça m'a quand même appris une chose, c'est pas est-ce qu'on veut, c'est comment on peut le faire. Et la leçon que j'en ai tirée quand même, c'est que l'Europe était une forme de compromis. C'est indispensable. C'est un compromis historique, comme disaient dans le temps les communistes italiens. Alors, on est obligé de faire avec d'autres. Je suis à la Commission. La Commission, c'est pas une assemblée de bureaucrates. C'est un gouvernement très politique. Il y a 14 conservateurs, ils appartiennent au PPE, le Parti populaire européen, dont le président, Jean-Claude Juncker, qui s'est un peu retiré de ça. Il y a 6 libéraux. Les libéraux, c'est les Danois, les Luxembourgeois, c'est disons un parti qui regroupe le centre-gauche et le centre-droit, on appelle l'ALDE, au niveau du Parlement européen, et puis nous sommes 8 socialistes. Et bien imaginez-vous que depuis 3 ans, on n'a jamais voté. On a notre réunion de collège, comme on dit, c'est le gouvernement tous les mercredis matins, comme le Conseil des ministres, on n'a jamais voté. Alors ça suppose quand même un travail extrêmement patient, discussion avec les autres, y compris avec des gens qui penseraient comme toi. Mais dans mon secteur à moi je suis très à l'aise. Je me suis toujours battu pour que la Grèce reste dans la zone euro. Comme social-démocrate, ça me va. J'irai jeudi et vendredi prochain à Athènes, je verrai Alexis Tsipras, type remarquable. Il sait que la Commission était du bon côté de l'histoire. Depuis que je suis commissaire, je me bats contre la fraude et l'évasion fiscale. J'ai fait voter plus de directives en 3 ans en la matière que mes prédécesseurs en 20 ans. Comme social-démocrate, ça me va. Depuis que je suis à la Commission européenne, on a mis en place des politiques budgétaires plus flexibles. On a accepté que le respect des règles ne soit pas rigide, qu'on ne se mette pas à punir tout le monde bêtement. Comme social-démocrate, ça me va. Après, il y a d'autres politiques où c'est plus ambigu. L'attitude qu'a eue la Commission européenne sur les réfugiés, je la préfère à beaucoup d'autres. La façon dont on gère le Brexit. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut à la fois avoir ce sens du compromis, mais un bon compromis, c'est pas moumou, c'est pousser ses idées et convaincre les autres. Et le paradoxe, c'est que je dirais que cette commission est probablement une commission composée d'une majorité de centre-droit qui agit plutôt au centre-gauche.
Il arrive dans certains pays que ce soit l'inverse. Je ne vois pas de quel pays peut s'agir, mais il arrive qu'il en soit ainsi. Sur la deuxième chose, sur la décentralisation, je pense qu'il faut maintenant, en réalité, surtout consolider ce qu'on a fait, pas sans arrêt faire du mécano. Il faut donc renforcer les étages qui ont pris de la force. Les régions françaises, de ce point de vue-là, je pense que la dernière réforme est bonne. On commence à avoir des régions visibles. Les 22 régions, vues de Bruxelles, pour le coup, certaines étaient avec le microscope. Là, on commence à avoir des régions qui ont une taille, qui ont une audience, qui ont une population significative à l'échelle européenne. Pas toutes. On aurait pu envisager d'autres formes de regroupement. Bon, je ne me prononce pas. Je sens là que je vais entrer sur un terrain glissant, donc je me tais immédiatement. Pardon ? Il n'y a pas d'aéroport pour atterrir. Voilà, c'est ça. Mais bon, je comprends bien les choses, mais enfin, du coup, après, c'est vrai que quand vous voyez arriver la région Occitanie ou la région de France, ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça commence à être des régions qui se comparent au Länder allemand. Bon, d'autres ont d'autres atouts. Mais en tout cas, on commence à les voir. Il faut qu'elles aient les moyens de leurs compétences. Je pense quand même que la prochaine étape de décentralisation, c'est ça. Non pas qu'elles aient des moyens négligeables, mais qu'elles aient encore plus de moyens. J'aimerais revenir à quelque chose que tu as dit au tout début. Tu as parlé de la double appartenance Parti socialiste européen. Je pense que très peu de gens, voire personne peut-être à part moi qui suis un fanatique européen, connaît le nom du président du Parti socialiste européen. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu, nous, socialistes européens. Si on poursuit sur la procédure du Spitzenkandidat, le candidat à la commission, à la présidence de la Commission européenne, comment va être choisi ce candidat? Est-ce qu'on peut imaginer un processus de désignation où les militants des différents partis membres du PSE votent? Je ne vais pas aller jusqu'à dire une primaire, ce qui serait l'idéal, mais au moins que les militants votent. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ça? Comment faire en sorte que nos partis, qui pour l'instant c'est une fédération de partis, le PSE, comment faire en sorte que nos partis s'intègrent davantage pour qu'on ait une vie politique européenne? Je vois que ça a la question, parce qu'après je vais m'acheminer vers la gare, mais en fait il y a deux questions dans ta question, il y en a une involontaire, les primaires. Il faudra qu'on réfléchisse. Parce que non, c'est pas une question. C'est pas une question de personne. Non, c'est pas une question de personne. C'est autre chose. C'est que dans le cadre, je l'ai vécu les deux. Dans le cas de 2012, les militants socialistes se sont posés une question. C'est qui est le mieux placé pour gagner l'élection présidentielle. Il y avait deux très forts candidats, ils en ont choisi un. Et il a gagné. Peut-être l'autre aurait-il gagné aussi. On ne saura pas. En 2016, la question était différente. C'est qui pour identifier le Parti socialiste pour aller perdre? Mais si, nous savions que notre candidat ne serait pas élu, nous ne nous faisons pas d'illusions. Et donc ça a été un combat très identitaire entre une certaine gauche du parti et une certaine droite du parti. Et du coup, comme le parti est un parti de gauche, il a plutôt choisi un candidat de gauche. Mais la capacité à rassembler de notre candidat était nulle dès le départ. Et ce qui s'est passé est malheureusement extrêmement logique. Et donc je pense quand même que quand on va penser à nos prochaines primaires, il faudra réfléchir à la manière de les faire, de choisir notre candidat, sans forcément revenir à des vieilles choses. Et ça, c'est un des sujets de votre congrès. Ça figurera dans les motions, et vous devez trancher. Bon. Mais je ne veux pas le faire comme ça, avec quelques phrases, mais je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Hein. Alors après, il y a une deuxième question qui est la question européenne. Qu'est-ce que c'est que le Spitzenkandidat? C'est une formulation allemande pour dire qu'il faut que les grands partis politiques aient une tête de liste, non seulement française, mais européenne. Et ça, c'est indispensable pour européaniser l'élection et pour donner un enjeu, parce que le gagnant, là, ensuite, il va devenir président de la Commission, président du Parlement européen, il va prendre de vraies responsabilités, puis c'est celui qui incarne la famille européenne devant les citoyens. Je souhaite que ce principe soit maintenu. Donc on ait un candidat tête de liste aux prochaines élections européennes. Mais je vais aller plus loin pour le PSE, dans ton sens. Il faut que les militants de tous les partis socialistes du PSE soient consultés. Je n'irai pas jusqu'à la primaire ouverte,
que, alors déjà, une primaire ouverte dans un seul pays, c'est compliqué, une primaire ouverte dans un autre, mais que tous les militants puissent avoir le choix entre elle et lui et lui, elle et elle. Bref, qu'il y ait un débat pluraliste sur la ligne et sur la personnalité du candidat, et ce pourquoi je me battrai auprès du président du PSE qui est d'accord hier, qui est un Bulgare, qui s'appelle Sergei Stanishev. Comme ça maintenant, non seulement Justin le sait, mais tout le monde le sait. Merci. En guise de conclusion de cette rencontre, un triple remerciement et une information. Merci Pierre de nous avoir accordé ce temps qui a été très riche en termes d'échanges et qui est une chance pour nous de pouvoir échanger avec toi qui est au cœur de la machine européenne sur ces sujets. Remercier Justin qui, en tant que coordinateur du Citigroup pour le PSE, nous a organisé et a permis cette rencontre aujourd'hui, et pour remercier les militants d'être venus et pour la qualité de l'échange et de vos questionnements, ça a permis de nourrir ce temps. Le dernier sujet qui a été abordé, c'est un sujet que nous avons abordé dans les forums de la refondation entre septembre et décembre, parce que nous avions fait une proposition à l'échelle de la fédération d'intégrer la désignation par les militants et la tête de liste pour les élections européennes, enfin du candidat pour la présidence de la commission. Et donc, pour vous situer en termes d'information que cette séquence est un lancement du processus de forum de la refondation que nous allons initier dans la Fédération des Ille-et-Vilaine, mais aussi dans l'ensemble des fédérations de la Bretagne. Et je salue la présence de Maxime autour du sujet européen pour mailler notre réflexion et préparer l'élection européenne. Donc nous avons fait passer une feuille d'émargement, mais aussi pour recueillir vos contacts, afin de pouvoir vous inviter aux temps qui vont se dérouler, que nous organisons dans les prochains mois et que nous organiserons les prochaines semaines, qui vous permettront de participer et d'approfondir nos réflexions sur le thème de l'Europe. Merci Pierre de ta présence. Merci à vous.